ravie de vous accueillir pour cette session du Printemps des Solidarités axée sur le levier émancipation. C'est une belle séquence assez originale parce que cette fois-ci, c'est animé, construit depuis le début par des jeunes élus du Conseil métropolitain des jeunes, donc assemblée d'élus de 4e jusqu'à la fin de la 3e qui travaillent sur des thématiques collégiennes puisque la métropole de Lyon a la responsabilité des collèges. Donc on est très très heureux de les recevoir. On leur réserve forcément un accueil très chaleureux, d'autant plus C'est que bon? c'est quand même la première année de mandat. Là, je suis On est bien sur là. Ouais, j'entends bien comme ça. Qui est-ce qui parle? Ah, d'accord. C'est la conclusion donc de la première année de mandat, donc c'est pour eux voilà, c'est un défi quand même, hein, donc ils prennent la parole avec beaucoup de courage et je vais laisser Véronique Moreira, notre vice-présidente en charge de l'éducation des collèges et du devoir de mémoire, introduire cette séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors moi, je voulais souligner, comme Marie l'a fait aussi, l'engagement de la métropole dans le projet évidemment de métropolitain des solidarités, mais souligner l'engagement sur les questions d'émancipation et de renforcement des capacités d'empouvoirment de l'ensemble des publics, mais en particulier celle des jeunes. Je pense que c'est pas anodin, ça mérite bien d'être entendu, que la métropole s'engage pour fabriquer des outils et effectivement donner des moyens d'agir. On l'a vu depuis le début du Printemps des Solidarités à différents types de publics, mais en particulier aux jeunes. Vous avez peut-être entendu parler du budget participatif que la métropole a mis en place dans les collèges et qui permet à des jeunes de créer des projets pour améliorer leurs espaces de vie à l'intérieur des murs ou à l'extérieur des murs dans l'enceinte du collège et qui a à la fois un objectif d'embellissement ou de renforcement du confort de vie, mais qui a surtout un objectif de renforcement de la citoyenneté avec la création d'un projet de A à Z, avec la fabrication du budget, le contact avec des partenaires extérieurs et la réalisation. Donc pour moi, c'est une sorte d'emblème de ce qu'on peut faire quand on est une collectivité, qu'on décide de donner le pouvoir, et pas de donner le pouvoir sans, comme ça, de façon aveugle ou pas du tout organisée, mais d'accompagner en fait la construction de ces projets en donnant des outils, en expliquant comment fonctionne un budget, en mettant à disposition des partenaires. Je me réjouis, comme Marie le disait tout à l'heure aussi, qu'il y ait une place particulière dans ces événements du Printemps des Solidarités pour le Conseil métropolitain des jeunes, parce que ces jeunes élus qui ont démarré leur mandat à la rentrée, enfin tout de suite après la rentrée scolaire, en fait, ils se réunissent régulièrement à la métropole ou dans des lieux proches, des lieux amis. L'idée, c'est de découvrir la métropole au niveau géographique, mais aussi au niveau des institutions, de découvrir le territoire, de découvrir différentes structures du territoire, de comprendre ce qu'est l'engagement. Et petit à petit, on l'a vu sur le mandat dernier, de participer à des événements ou à des dispositifs que la métropole met en place. Et là, c'en est un très bel exemple. À l'intérieur du Printemps des Solidarités, on a une table ronde pilotée et organisée par les jeunes. Je voulais dire aussi que je suis très fière de ce nouveau mandat, de la façon dont il s'oriente, parce que les jeunes élus, je ne sais pas si on peut encore dire les nouveaux élus, vous êtes moins nouveaux maintenant, ça fait quelques mois, mais ces élus, cette mandature a choisi de travailler sur les questions de solidarité et de métropole du cœur, et c'est une dimension extrêmement importante. Et que la métropole embarque aussi. Et voilà, je trouve ça vraiment essentiel que des jeunes gens puissent s'intéresser aux questions de solidarité. Ils ont décidé de s'intéresser à ces questions en octobre ou en novembre dernier. C'est aujourd'hui, à quelques heures d'échéance nationale extrêmement importante, essentiel qu'on réfléchisse à ce que c'est que la solidarité et à ce que individuellement et collectivement et politiquement on peut faire pour assurer que la société tienne sur une solidarité qui soit bien une solidarité horizontale. Il ne s'agit pas de verticale, mais il s'agit de construction, de compréhension des besoins et de réponse à des besoins clairement exprimés. On ne
peut pas vivre éloignés les uns des autres et chacun dans sa bulle. Et les liens qu'on peut tisser entre les différentes sphères, ils sont essentiels. Et pour moi, le choix qui a été fait, là, il est préfigurateur d'un engagement en lien avec les autres, ce qui me paraît absolument prépondérant. Le sujet que les jeunes ont choisi pour cette table ronde les intervenants qui ont été retenus veulent travailler sur les difficultés scolaires et sur les moyens de résolution. Évidemment, je ne suis pas intervenante, je voulais juste rajouter mon petit grain de sel. Je voulais dire que pour moi, les difficultés scolaires et le contraire, c'est-à-dire la réussite, mais pas seulement la réussite scolaire, l'accomplissement d'une vie, il est lié à la construction et à la réalisation d'un projet à la fois individuel et collectif. Un projet individuel, il est lié à la sécurité physique, à la sécurité affective. On aura l'occasion d'en parler, puisque vous verrez que les thématiques qu'ils ont retenues, elles sont liées à ces questions aussi. C'est important d'avoir un confort de vie. Donc, ça se touche avec la solidarité, mais d'être dans des lieux accueillants, confortables, qui renvoient à la dignité de ce que nous sommes comme êtres humains. Donc ça, c'est plutôt le projet individuel et projet collectif aussi, parce que la réussite d'une vie ou la réussite d'une scolarité, ou plutôt la réussite d'une scolarité dans l'objectif de réussir une vie, c'est lié aussi à la participation, à la projection des parents, des familles. Donc, on ne peut pas parler de jeunes sans réfléchir à où sont les familles, ce qu'elles font et comment elles participent. C'est lié aussi évidemment à la communauté enseignante qui est dans les collèges. C'est lié aussi à tous les acteurs et actrices de l'éducation populaire dont on souhaite qu'ils entrent dans les collèges parce qu'ils apportent une autre façon d'éclairer les apprentissages, d'autres façons d'éclairer les enseignements, de conduire les enseignements. Donc, c'est important aussi que le territoire, que les lieux d'enseignement soient ouverts et qu'il y ait des va-et-vient pour que différents types de rencontres aient lieu. Et puis, un projet collectif, parce que finalement, c'est un projet qui est en lien avec l'environnement. Je pense que tous et toutes, adultes, pas forcément intervenant dans les collèges, mais adultes, on a une vocation à prendre en charge aussi l'éducation. Ce n'est pas seulement une question des enseignants. Les adultes ont tous une vocation à éduquer et à renforcer en fait la citoyenneté des jeunes. Et je vous assure que quand on participe à l'éducation, ben, en fait, on s'éduque soi-même. Donc, on a tous à gagner, à s'intégrer dans l'environnement éducatif ou les territoires apprenants. Voilà, et pour conclure, je voudrais vous dire que je ne crois pas au symbole militaire. Je ne crois pas que ce soit une clé pour la réussite, ni même pour l'épanouissement. Moi, je pense que la réussite d'une vie, elle est basée sur l'estime de soi, le développement de l'esprit critique, la capacité à analyser, à comprendre et à donner un avis parfois alternatif, mais avoir la capacité de donner cet avis. Qu'il est fondé aussi sur la capacité à créer du lien avec les autres et à prendre soin des autres personnes et à prendre soin de son environnement. Voilà, j'espère que la journée, le temps de travail va être fructueux et en tout cas, je me réjouis de ce moment. Merci beaucoup, Madame Morera. Alors moi, je vais aller très très vite en deux phrases pour rappeler ce que c'est que le Conseil métropolitain des jeunes et juste vous dire qu'en fait, historiquement, c'est né sous le département, c'était le Conseil départemental des jeunes auparavant, que ce conseil a été créé en 2000. Donc, ça fait déjà 24 ans qu'il existe et que la différence avec avant, c'est que les élus du temps du département étaient attachés à un canton. Voilà, et à un élu. Aujourd'hui, c'est une assemblée beaucoup plus globale qui prend des thématiques également plus globales et nous en sommes déjà à notre 5e mandat puisque le premier mandat métropolitain est né en 2015 au moment de la création de la métropole de Lyon et qu'effectivement, c'est toujours à peu près entre 40 et 50 jeunes élus qui travaillent du début de la 4e, qui sont élus par leurs pairs au sein de leur collège avec une représentation
que l'on souhaite homogène sur l'ensemble du territoire métropolitain et qui travaillent pendant 2 ans à des thématiques qui les concernent et qui vont aussi bien du numérique à l'environnement, à la lutte contre les discriminations, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, ce qui était le cas de l'année dernière. Et que ces différents projets ont pour but d'être essaimés dans les collèges. Donc, il y a vraiment quand même une action qui n'est pas uniquement, j'allais dire, médiatique sur le temps d'un mandat, mais la volonté vraiment de pouvoir essaimer au sein de leur environnement, auprès de leur entourage, auprès de leurs pairs, et de faire évoluer les choses sur leur terrain et sur leur territoire. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour l'histoire, pour camper un peu leur engagement, qui est donc fort. C'est très souvent des jeunes qui sont très engagés, qui sont très impliqués. On avait jusqu'à il y a quelques minutes encore un ancien du Comet, Mattei Masini, qui était dans le mandat précédent, qui a décidé de faire son stage de seconde avec Madame Morera, donc avec une vraie volonté d'engagement, qui est cet après-midi à l'Assemblée générale de la NACEJ. C'est pourquoi il n'a pas pu rester avec nous, mais c'est pour vous dire que très généralement, ce sont des jeunes qui, après leur mandat, sont marqués durablement par une volonté d'engagement. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de l'historique et les généralités et laisser la parole à Stéphanie de l'équipe d'animation Les Francas et à Louise qui est mon apprentie et qui est sur la coordination du Conseil métropolitain des jeunes et qui vont vous présenter la commission qui va nous parler aujourd'hui ainsi que la méthodologie de travail qu'ils ont adoptée. Merci Marie. Oui, donc du coup, moi je travaille effectivement au Franca, donc une association d'éducation populaire, et nous sommes chargés d'animer en fait ce conseil métropolitain des jeunes lors des commissions en lien avec Louise, en effet. Et moi, je vais vous présenter surtout le mandat donc 2023-2025. Donc nous avons 37 élus désignés donc en classe de 4e pour 2 années scolaires et qui sont donc les représentants et les représentantes de leur collège, soit public ou soit privé. Le Conseil métropolitain des jeunes, donc le COMET, c'est un espace démocratique, participatif, qui permet à de jeunes collégiens et collégiennes de vivre une expérience citoyenne donc, durant 2 ans. Nous essayons, nous, particulièrement de porter une attention à faciliter l'expression et la parole des jeunes, en faisant en sorte qu'ils puissent exprimer leurs idées et qu'ils puissent avoir le choix aussi et le vote dans leur projet. Donc notre démarche d'action, elle a été faite, elle a été vraiment de faire le lien, comme vous avez pu le dire, Madame Morera, juste avant, avec le projet politique et les compétences de la métropole. Et nous avons vraiment fait en sorte, avec des méthodes un peu actives dans nos commissions, de leur faire choisir sur quoi ils avaient envie de travailler. Et du coup, 2 thématiques sont ressorties des jeunes élus. Donc, il y a eu identifier et aider les personnes vulnérables et lutter contre toute forme de discrimination. Donc, il y a eu 2 commissions qui se sont mises en place. Et du coup, chaque commission se réunit donc une fois par mois, de 14h30 à 17h à l'hôtel de la métropole, donc les mercredis. Donc, dans chaque commission, nous avons un travail différent. Donc, nous, dans notre commission et là où sont les jeunes aujourd'hui, donc on a déterminé un nom. Il s'appelle, enfin qu'ils ont choisi d'ailleurs, il s'appelle les élus du cœur. Et ils ont ensuite, nous avons proposé plusieurs actions. Ils ont proposé plusieurs actions et après un vote, nous nous sommes vraiment arrêtés sur la création, l'organisation et la participation à un événement de solidarité. Donc 12 pour cette première fin de mandat où on intègre un peu l'événement autour du Printemps des Solidarités. Et pour la deuxième année, on espère concrétiser la participation à un festival solidaire avec l'association ADT Carmonde de Lyon Métropole. On espère qu'on aboutira pour la deuxième année à la fin de ces 2 ans. Voilà un peu pour la présentation de façon un peu plus précise de ce mandat. Je laisse la parole à Louise. Bonjour. Donc moi, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet et vous présenter le travail qui a été fait là pour préparer cette table ronde. Et du coup, on va vous présenter un petit peu un travail assez colossal qui a été fait par les jeunes élus, à savoir qu'ils ont fait une enquête, en fait. Ils ont préparé un questionnaire qu'ils ont fait passer dans leur collège pour recueillir de la parole de jeunes élus, d'adultes, d'équipes pédagogiques, donc à la fois les enseignants, à la fois les personnels de cantine, les surveillants, les CPE, les infirmières, les assistantes sociaux, etc. Et donc, on a recueilli ce questionnaire
qui nous a permis vraiment d'avoir une énorme base de travail pour construire cette conférence. On vous en parlera du coup dans la suite. Pour vous présenter un petit peu la méthodologie, donc ils ont travaillé, c'est eux qui ont écrit toutes les questions, qui ont fait le choix de faire donc un questionnaire à destination des élèves, un questionnaire à destination des adultes pour pouvoir avoir les paroles de tout le monde. Et on va vous présenter un petit peu le questionnaire en chiffres, puisque on a mené une enquête qui est quand même assez. On a eu des résultats assez impressionnants. Donc on a eu plus de 50, on a eu 56 réponses de la part d'élèves, 23 réponses de la part d'adultes. On a 11 communes au total qui sont concernées. Et l'enquête a été menée dans 18 collèges différents, à la fois des collèges privés, des collèges REP et REP+, des collèges publics. Donc on a un panel qui est plutôt assez représentatif finalement du public collégien de la métropole et du public d'équipe pédagogique de la métropole. Je vais te relaisser la parole, Stéphanie, et on va commencer à laisser la parole aux jeunes élus. Du coup, on va laisser la parole aux jeunes. On va les laisser s'exprimer du coup sur. On a 3 questions. Alors voilà, là, nous avons tous les jeunes ici présents cet après-midi avec leur nom, prénom et le collège auquel ils appartiennent, également sur leurs petits écriteaux. Et on va vous donner la parole, là, à vous. Du coup, on a 3 questions. Vous allez nous dire un petit peu vos ressentis au travers ces 3 questions. Et on va commencer du coup avec toi. Bonjour, moi c'est Gavin Michel, je viens du collège Jean Monnet à Lyon 2e. Alors, première question, c'est quel serait le mot pour définir le bien-être au collège? Moi, c'est le mot ami, parce que les amis, avec eux, on fait plein de choses, on a confiance, on se sent bien, on peut leur dire des choses, on est heureux, et quand on vient au collège, c'est aussi pour les voir. Deuxième question, quelle serait la couleur des émotions au collège? Moi, c'est le blanc, parce que sur le blanc, il y a plein de choses qui peuvent se passer, et au collège, il se passe plein de choses, et quand on veut parler de choses à des gens, et pas sur le blanc, ils peuvent tout lire et tout comprendre et tout analyser. Et troisième question, c'est quelle serait pour toi la première source de difficulté au collège? Moi, je pense, d'après moi, que c'est les notes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent beaucoup les notes, et ça peut perdre, quand les mauvaises notes, on perd confiance en soi, et on peut se sentir pas très bien et se replier sur soi-même. Bonjour, je m'appelle Nour Suissi, je suis au collège Le Curé à Bron. Pour ce qui est de la première question, les mots pour définir bien-être au collège, ce serait aussi les amis, car les amis dignes de confiance, ça renforce la solidarité. Euh, Ensuite, la couleur de mes émotions au collège ce serait l'orange, car pour moi, ça signifie l'explosivité. Il y a beaucoup de choses qui se passent au collège, donc c'est pour ça. Ensuite, pour moi, la première source de difficulté au collège, ce serait les élèves perturbateurs, parce que à cause de ça, du coup, on peut pas bien se concentrer en cours et ça affecte les notes et aussi la confiance en soi et d'autres facteurs. Alors bonjour, moi c'est Kosha Nassim, je viens du collège Al-Kindi à Dessine. Euh, pour la première question, mon mot pour définir le bien-être au collège, ce serait plutôt le gris, parce que au collège il se passe tellement de trucs que toutes les couleurs se mélangent. Du coup ça donne une nuance de gris. Ensuite, ma- euh, Mon mot pour définir le bien-être au collège, ce serait de bons amis, surtout. Et la première source de difficulté, ce serait être entouré de mauvaises personnes, parce que ça nous pousse vers le bas, ce qui nous met en difficulté. Bonjour, moi c'est Timothée Alvarez, collège Paul Vallon à Givors. Euh, pour, euh, le, euh, pour le mot pour définir mon collège, ça serait un bon accompagnement. Parce que si on a un mauvais accompagnement, c'est plus difficile. Euh, quelle serait ta première difficulté? Ce serait, ce serait les notes, comme il disait mon, mon collègue, parce que les notes,
si ça, comment dire, ça met une pression sur les élèves. Et quelle serait la couleur des émotions? Ça serait le orange. Le orange, il peut, il définit comment dire, la, le festif. Quand on sort au collège, quand on sort un peu du cadre scolaire, par exemple quand il y a des activités, c'est festif. Ouais. Bonjour, je m'appelle Léonie et je suis au collège Saint-Thomas d'Aquin à Givors. Alors pour moi, le mot qui définirait mon bien-être au collège, ça serait mes amis, parce que c'est avec eux que je me sens bien. La couleur qui définirait mes émotions au collège, ça serait le gris, parce que moi au collège, je suis plutôt introvertie et plutôt stressée. Et pour moi, la première cause de difficulté au collège, c'est la pression des parents sur les notes. Bonjour, pour moi, je m'appelle Enzo, je suis au collège Émile Malfroid à Crigny. Pour moi, mon mot, c'est les amis, parce que dès on se sent pas bien et tout, les amis sont là pour nous aider. Quand on a des difficultés, ils nous aident à comprendre. Moi, j'ai deux couleurs pour le collège. C'est le jaune pour le fait de pouvoir s'amuser en dehors des cours, et le gris pour pouvoir être sérieux en cours, parce que faut quand même être sérieux. Et la première source de difficulté au collège, c'est la non-volonté des élèves. Parce que si ils n'ont plus envie, bah, il se passe qu'ils gênent les autres et les autres sont en difficulté. Voilà. Bonjour, moi c'est Louis Brabant. Je viens du collège Saint-Joseph. Moi, le mot pour définir le bien-être au collège, ce serait l'entraide. Parce que si on a des problèmes, on peut compter sur les autres. Moi, la couleur, ce serait le vert. Parce qu'en fait, dans mon collège, il n'y a pas beaucoup de jugements. Et donc, je me sens plutôt bien. Et moi, la première source de difficulté au collège, ce serait le regard des autres. Parce qu'en fait, ça empêche d'avancer vu que tu as toujours peur du regard des autres. Bonjour, moi c'est Arthur Combat du collège Jean Jaurès. Et pour la question, quel serait le mot pour définir le bien-être au collège? Je pense que c'est la liberté, car on se sent libre et du coup on se sent bien. Pour la couleur, pour définir les émotions au collège, je pense que c'est le rouge, car il y a beaucoup trop de violence dans les collèges. Et la dernière question, la première source de difficulté au collège, c'est aussi le regard des autres, parce que quand on a le regard des autres, quand on sent le regard des autres sur soi, on a peur de ce qu'ils pensent. Et après, on développe des grosses difficultés pour avancer. Merci. Bonjour, je m'appelle Nélia et je suis au collège Gérard Philippe à Saint-Priest. Quel serait ton meilleur mot pour définir le bien-être au collège? J'ai beaucoup réfléchi à la question et je n'en ai pas trouvé. Mais si je devais vraiment dire quelque chose, ça serait les cours, parce que pour moi, le temps en classe, c'est beaucoup plus agréable. Il n'y a pas tout le bruit, tout le monde autour. Je suis quelqu'un de très introverti. Euh, Quelle serait la couleur de tes émotions au collège? J'ai pris le marron. Parce que pour moi, c'est un brouillon de plein de couleurs qu'on mélange et qui se seraient croisées, tout ça. Et c'est ce que je ressens au collège, beaucoup d'émotions, je découvre beaucoup de choses. Et quelle serait pour toi la première source de difficulté au collège? La sociabilisation. J'ai pas de problème à parler aux gens, à aller vers les gens, à parler. C'est juste que là, c'est mon caractère qui plaît vraiment pas. Je suis quelqu'un de très spécial d'après ma famille. Et bizarre, c'est le mot qui me définit. Je m'appelle Jeanne Chevalier, je suis au collège Jean de Verrazane à Lyon 9e. Le bien-être, ce qui définirait le bien-être au collège, malheureusement, comme l'élu Nélia qui est à côté de moi, eh bien, je n'en ai pas vraiment trouvé. Pour la couleur qui représenterait mes émotions au collège, ça serait plutôt le violet qui représenterait un peu l'anxiété, le stress, etc. par rapport à pas mal de choses. Et pour moi, malheureusement, la plus grosse difficulté dans les collèges serait surtout le harcèlement subi par la part de beaucoup d'élèves, car c'est une chose qui touche énormément de gens. Malheureusement, pas beaucoup d'élèves osent forcément en parler par peur des représailles, que ce soit que le harcèlement augmente, d'autant plus que certaines personnes, malheureusement, dans certains collèges, pas tous, heureusement aussi,
ne font pas grand-chose et tout. Il n'y a pas assez, je trouve, de solutions par rapport à cela. Et surtout que le harcèlement en soi existe depuis toujours. Et de nos jours, malheureusement, la génération a beaucoup plus vite accès aussi aux réseaux sociaux qui, non seulement le harcèlement continue dans le collège, mais aussi hors des cours, par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Et des fois, ça peut malheureusement être très violent. Mais voilà. Bonjour, moi je m'appelle Zoé Mattei Picolet, je suis au collège Georges Brassens à Dessines. Premièrement, pour moi, le mot qui représente le bien-être au collège, c'est la pause déjeuner, parce que c'est le seul moment où je peux me détendre, il n'y a pas la pression des cours, la pression que font les autres sur tes notes et ce genre de choses. Ensuite, pour moi, la couleur qui représente mes émotions au collège, ce serait le bleu clair, parce qu'au collège, on a toujours la même routine et au bout d'un moment, ça devient vraiment ennuyant et du coup, on se sent de plus en plus mal à l'aise et on n'est plus trop bien là-bas. Ensuite, personnellement, j'ai deux difficultés principales au collège. La première, c'est la sociabilisation. J'ai beaucoup de mal à m'intégrer aux autres et je pense que beaucoup d'élèves aussi ont remarqué ça. Mais tous les groupes de personnes sont à peu près différents et c'est difficile de trouver un groupe qui te représente. Et mon deuxième mot, bah, personnellement, c'est le décrochage scolaire parce que je trouve qu'il est extrêmement facile de décrocher tout ce qui est des cours après les vacances, à la fin d'année, même quand on est fatigué, qu'on a beaucoup d'activités. Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez important de le remarquer. Merci pour ces paroles avec beaucoup de spontanéité. Du coup, on va commencer par nos thématiques. Donc, on a défini effectivement 3 thèmes pour cette table ronde, avec notre problématique qui est comment venir en aide aux collégiens, collégiennes en difficulté scolaire, leur redonner une motivation et faire ainsi changer les regards. Donc, première thématique, quelles solutions peut-on apporter aux élèves en difficulté pour favoriser leur épanouissement au collège, au sein du collège, celles disponibles et celles qui reste, qui a imaginé. Comment mieux aider les élèves à gérer leurs émotions vécues au collège? Et la troisième et dernière thématique, climat scolaire, regard de l'autre, comment favoriser l'intégration des élèves en difficulté. Donc du coup, on va traiter ces 3 thématiques. Donc chaque thématique va se dérouler de la même façon. Il va y avoir un retour un petit peu qui va être fait en lien avec le questionnaire que nous avons élaboré au sein des collèges, des établissements. Ensuite, il va y avoir des éléments de réflexion, des constats et des solutions qui seront proposés par nos élus. Et ensuite, il y a aussi, on renvoie un petit peu aux témoignages, aux questions de la salle. Et à chaque fois, du coup, dans les 3 thématiques, ça se passera comme cela. Donc, on va commencer par la première thématique et je vais laisser la parole à Gabin. Alors, ce qui ressort des questionnaires de la première thématique, pour les enfants, avec une large majorité, c'est que les enfants, comme solution, ils proposent un meilleur accompagnement. Ensuite, avec un petit peu moins de réponses, c'est l'aide, donc l'aide en général. Et dernière chose, c'est l'aide aux devoirs, donc les dispositifs comme devoirs faits, etc. Et les solutions préconisées par les adultes, avec une large majorité, c'est les espaces d'écoute, non, espaces réduits, pardon, apprendre à les espaces d'écoute, donc pour que les élèves puissent parler. Et en troisième, le soutien scolaire pour aider les élèves. Moi, je vais plutôt parler du constat, oui, le constat qu'on a fait par rapport au climat scolaire, le climat scolaire, plus est-il positif, etc., stable, mieux il sera-t-il pour que les élèves s'épanouissent et réussissent aussi mieux en cours. Malheureusement, nous n'avons pas tous la même définition du constat du climat scolaire. Nous avons, enfin voilà, des constats. Oh, je me mélange, désolée avec le mot constat. Nous n'avons pas tous la même vision au niveau du climat scolaire, mais le meilleur moyen de faire un bon climat scolaire, c'est d'impliquer du coup les élèves, le personnel éducatif, aussi la famille, parents, etc., qui, comme beaucoup de certaines personnes l'ont dit au niveau des notes, que les parents peuvent mettre une grande pression, ce qui peut être très stressant, etc. Même au niveau des professeurs, il y a beaucoup de jugement de la part de certains professeurs.
je connais certaines personnes de ma famille ou d'amis qui ont eu une mauvaise note et le professeur leur a regardé avec assez de mépris dans les yeux ou même en leur faisant une réflexion que ce n'était pas normal alors que c'est juste eux qui avaient des difficultés et qui en plus dans la famille, ça ne les aidait pas parce que malheureusement pas toutes les familles ont les mêmes accessibilités pour aider leurs élèves. Par exemple, moi-même, personnellement, j'ai une mère qui m'a eu tard et du coup, à son époque, a eu énormément de difficultés, ce qui a fait qu'elle a arrêté les cours très jeune. Elle a commencé à travailler à 14 ans. Donc moi, je n'ai pas forcément accès à beaucoup d'aide de sa part parce qu'elle ne peut pas m'en apporter. C'est pas qu'elle ne veut pas, mais qu'elle ne peut pas. Et du coup, le seul moyen que j'ai malheureusement pour avoir un soutien, ça serait que du coup, elle engage un professeur. Mais après aussi, dans certaines familles, le budget n'est pas accessible pour ce genre de situation. Alors moi, je vais parler de quelque chose, c'est l'ère du 2.0 au collège. Donc tout ce qui concerne le numérique, ça peut faire une dégradation du climat scolaire. Donc les élèves enfin pardon, et le harcèlement numérique, ça peut conduire au harcèlement numérique et enfin les élèves ils peuvent mal se sentir, ils peuvent se replier sur eux-mêmes, ils peuvent ne pas vouloir en parler parce qu'ils ont peur des autres ou ils osent pas en parler et ils se sentent pas bien du tout au collège. Et comme solution qu'on pourrait apporter à ce genre de problème, moi déjà dans mon collège, je suis un ambassadeur anti-harcèlement. Et donc mon but, c'est de voir dans la cour des fois s'il y a des gens qui embêtent d'autres personnes, le relayer aux adultes et surtout être à l'écoute de mes camarades. Et on a pris plusieurs décisions pour apporter des solutions. La première, c'est d'avoir une boîte qui est surveillée par des surveillants du collège et où les gens peuvent déposer des mots pour pouvoir s'exprimer, pour savoir s'ils sont harcelés ou pas. Une deuxième solution, pour pallier ça, ça serait on a une messagerie laclasse.com. Les gens se connectent avec leur compte et ils peuvent discuter avec les 9 ambassadeurs du collège et l'administration en répondant à un questionnaire et après les CPE les convoquent pour savoir ce qui s'est passé. Et la solution qui serait, on va dire, la plus appropriée, ça serait de faire une campagne de sensibilisation dans les collèges et dans les classes pour dire pourquoi il ne faut pas faire du cyberharcèlement et quelles sont les conséquences. Et moi, je voudrais rajouter qu'il faudrait aussi le faire dans les écoles primaires parce que on a mené une petite enquête avec les ambassadeurs et il y a de plus en plus de personnes qui ont des téléphones tôt. Et déjà, dans notre école primaire du quartier, il y a déjà beaucoup de personnes qui ont des téléphones. Et donc, si on ne le fait pas très vite, ils peuvent déjà prendre des mauvaises habitudes, entrer au collège avec des mauvaises habitudes. En tant que, en tant que collégiens, nous avons constaté beaucoup de compétitions entre les élèves et elles sont principalement créées par les professeurs, les élèves eux-mêmes, voire même les parents. Et on a aussi remarqué que cette compétition crée tellement de pression sur les élèves que leurs notes baissent, ils ne s'épanouissent plus et ils perdent même confiance en eux. C'est ce qui est relativement mal pour qu'ils s'épanouissent au collège et même dans la vie future. L'une des solutions que nous avons trouvées, c'est de dédramatiser les cours, les notes, ce genre de choses. Et aussi de les faire apprendre, de les faire apprendre de leurs erreurs, de faire en sorte qu'ils n'aient plus l'impression que leurs erreurs soient graves et qu'ils puissent avancer avec celles-ci. Moi, du coup, je voudrais parler du dispositif de Warfare. C'est un dispositif que tous les élèves de 6e ont accès. Ça s'adresse aussi aux autres niveaux de classe volontaires. C'est encadré par des professeurs, des assistants d'éducation, des volontaires au service civique et des associations répertoriées à Lyon comme la FEV ou ZUPDECO. Faut savoir que le dispositif de Warfare c'est pas un cours supplémentaire, mais c'est bien un temps dédié à la réalisation des devoirs en lien avec la connaissance et les compétences travaillées en classe. Si un élève a des difficultés de compréhension, c'est l'occasion de revenir sur ce qui n'a pas été compris ou maîtrisé au fil de l'année ou au fil des cours passés. Devoir fait, c'est un moment privilégié pour que l'élève donne sens à son travail personnel, questionner les démarches proposées, interroger ses propres méthodes, mettre à l'essai ce qu'il a compris, réinvestir les apprentissages tout en bénéficiant aux besoins de l'accompagnement professionnel apte à lui apporter toute l'aide nécessaire. L'élève prend conscience de la manière dont il travaille, comme il organise sa pensée. Il peut envisager différentes stratégies pour surmonter une difficulté, incluant la prise en compte de ses progrès et ses erreurs.
pour mieux franchir les étapes d'apprentissage. La coopération est encouragée entre les élèves. Il y a des petits groupes qui sont formés, des tutorats d'élèves, etc. Du coup, on va passer sur un temps d'échange avec la salle. Vous avez... Excusez-moi. Et il y a un autre sujet dont j'aimerais parler, c'est les ateliers théâtre. Cette année, j'ai participé à l'atelier théâtre et avec le metteur en scène, on a discuté un petit peu et on a réalisé que ça faisait beaucoup de bien aux élèves. Pour ceux qui avaient des difficultés à parler avec les autres, ils ont gagné confiance en eux, ils ont pu discuter, ils se sont fait des amis. Ça fait aussi de bonne humeur. Le théâtre, ça nous met de bonne humeur parce qu'on peut s'exprimer, on peut dire nos émotions, on joue un petit peu ce qu'on a envie de faire. Et ça nous aide beaucoup aussi sur le regard des autres parce que quand on a fait un spectacle devant tout le monde, les gens ils sont pas sentis forcément à l'aise. Mais après, il y a plein de gens qui sont venus les voir, qui sont venus les féliciter. Et c'est pour ça que, enfin, ils sont, on va dire qu'après, ils étaient plus aptes à parler devant les autres. Et ils se sentaient mieux. Euh, Conseil de vie collégienne, c'est le CVC. C'est un regroupement d'élèves sélectionnés dans le collège qui mettent en place certains dispositifs pour améliorer justement climat scolaire et tout, comme peuvent faciliter l'engagement et l'épanouissement à l'aide de projets fédérateurs, bien-être, alimentation, campagne de sensibilité. Les projets portés par les établissements, par les enseignants permettent de mobiliser un groupe de classe sur des objectifs communs, de souder des liens dans une classe. Moi-même faisant partie d'un CVC, je peux vous assurer que on essaye de mettre en place certaines choses, etc. Même si pour l'instant, je l'admets, nous n'avons pas fait énormément de choses, je tiens à l'accorder. Mais on essaye de mettre aussi en place justement certaines festivités, de choses pour encourager les élèves et les motiver, etc. Comme on en avait parlé une fois, je ne sais, on n'en a plus trop reparlé depuis, mais on avait déjà pensé peut-être à un bal de fin d'année, etc. Enfin voilà. Ensuite, du coup, il y a aussi un exemple justement de collèges qui mettent en place des projets et tout pour aider les élèves. Au collège Elsa Triolet à Vénissieux, le collège met en place un coin zen réservé pour le premier trimestre aux élèves de sixième année afin de faciliter leur intégration et de favoriser un bien-être au collège. Des ateliers sont proposés au collège Elsa Triolet sur le temps de midi pour découvrir et développer d'autres compétences et permettre un échange de savoir entre adultes et élèves, ateliers tricot, origami, théâtre, dessin, et etc. Du coup, ce genre d'activité, j'y ai déjà participé une année et j'avais fait un spectacle de danse, ça aide à vraiment motiver, ça peut détendre, surtout que, comme Zoé l'avait dit lors de sa présentation, eh bien, le moment de midi est un moment où on peut se permettre de se calmer, en cas de stress, de se reposer, même après des évaluations, et la matinée chargée. Voilà. Nous proposons aussi une alternative telle que les ateliers relais, qui sont des dispositifs qui permettent de lutter contre le décrochage, qui permettent de remobiliser, de remobiliser des, des personnels scolaires, donc aussi de proposer des projets pédagogiques. Et du coup, pour plus parler de ça, je laisse la parole à Sophia Zema. Effectivement, donc du coup, on a un peu terminé notre thématique 1 et les élus se sont exprimés autant sur un peu des éléments de réflexion et des vécus. Et maintenant, on ouvre en effet la réflexion en fait à la salle. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, si vous avez des choses à partager, eh ben, on serait content que vous nous les soumettez. Et si vous avez également des questions à nos élus, ne pas hésiter à les interpeller et à leur poser des questions. Donc, on vous laisse la parole pour ceux qui souhaitent la prendre et s'exprimer. Alors, est-ce que Sophia, alors je vais te laisser un micro. Et il y a une jeune fille aussi, ouais. On arrive après. Alors,
Bonjour, Sophia. Donc, je me permets de prendre la parole étant donné que mademoiselle Zoé m'a interpellée à ce sujet. En effet, je suis depuis quelques années animatrice d'un atelier relais en particulier. Pardon, je me présentais juste, voilà, en disant que j'étais animatrice d'un atelier relais au nord de la métropole, sur la ville de Rieux. Et j'étais assez surprise de voir dans votre enquête que l'effectif réduit était l'une des conditions, en tout cas mis en avant par les enseignants, alors que moi, c'est quelque chose que les élèves en fin de période d'atelier relais, juste peut-être dois-je rappeler voilà, comment s'organise un petit peu ce dispositif. En fin de période, c'est des choses qui disent beaucoup les élèves. Voilà, l'effectif réduit, c'est ce qu'ils ont le plus apprécié. Alors, l'atelier relais, c'est un dispositif de prévention du décrochage scolaire en direction d'élèves à partir de la cinquième, quatrième, un petit peu troisième, sachant que c'est une année assez charnière autour de l'orientation. Du coup, on en prend un petit peu moins de troisième. Et ces élèves sont donc sortis de leur classe durant 5 semaines. Et ils sont accompagnés par un professeur. Alors, sur le dispositif où je suis, parce que tous les dispositifs, en tout cas sur la métropole, ne fonctionnent pas de la même manière, et accompagné par un professeur et un personnel, alors animateur d'un mouvement d'éducation populaire. Voilà, donc ces élèves sont sortis 5 semaines. Alors nous faisons du travail dit des activités de remédiation, de remobilisation en effet. C'est de la pédagogie de détour. Alors, pédagogie de détour, juste pour vous donner une idée, c'est amener des apprentissages de manière, on va dire, un petit peu moins scolaire, attachée à l'intérêt que les enfants peuvent montrer à un sujet. En gros, voilà. Et en effet, ce sont des petits groupes d'élèves qui peuvent aller jusqu'à 12 élèves qui viennent de classes différentes la plupart du temps. Ces élèves nous sont envoyés par les professeurs, très très souvent par les professeurs, mais ça peut être aussi le personnel de vie scolaire qui suppose que ça pourrait être en tout cas un moment de bien-être pour l'élève, en tout cas que ça peut lui faire du bien, et aussi le personnel médico-social. Voilà, en gros. Mais l'effectif réduit, j'ai vu que c'était quelque chose de plutôt des adultes, mais c'est vraiment, vraiment tous les élèves nous disent à la fin, ce qu'ils ont apprécié, c'est le travail en petits groupes, d'être ensemble, mais parce on peut aller jusqu'à 12 élèves sur ces sessions de 5 semaines. Bien sûr, ce n'est pas une rupture. Alors, s'il faut bien, ce n'est pas une rupture avec leur classe. S'ils sont engagés dans le collège, ils continuent leurs engagements. Bien sûr, ils continuent en tout cas à œuvrer aussi dans leur établissement, même si on est un petit peu excentré pendant ces 5 semaines. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si on poursuit peut-être, est-ce que je peux vous laisser prendre la parole, voilà, avec le micro, merci. J'ai une question, j'ai 3 questions pour les élus collégiens. La première, c'est si vous avez un problème au collège, est-ce que vous vous sentirez assez en confiance pour en parler à un professeur? Ceci dépend d'énormément d'élèves, mais en tout cas, ce que j'ai pu en entendre, beaucoup d'élèves, malheureusement non, ne sont pas du coup assez à l'aise par peur du jugement et de pression. La deuxième, c'est est-ce que vous avez déjà vu des élèves qui ont été victimes d'humiliation par les professeurs? Effectivement, je ne prends pas tous les professeurs dans le même cas, mais j'ai déjà vu certains élèves se faire humilier par les professeurs qui disent les notes à voix haute, donnent les commentaires directement à voix haute devant toute la classe sur des copies. Ils ne se rendent peut-être pas forcément compte de ce que ça nous fait personnellement, mais en général, ça nous touche et c'est vraiment comme de l'humiliation. J'ai donné un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres et les professeurs ne se rendent pas forcément compte. C'est ça qui est relativement dommage. D'accord, merci. Et par exemple, sur la tenue, est-ce que vous avez déjà vu des filles se faire humilier par des professeurs parce qu'elles avaient des shorts trop courts, des t-shirts trop moulants? Je me permets de prendre la parole sur ce cas parce que ce genre de situations me sont arrivées d'innombrables fois, malheureusement, de professeurs, de même dans d'autres cas où on m'a fait énormément de réflexions.
etc. par rapport à mon physique. Et des tenues, je mets des tenues différentes qui sont le même style que beaucoup de jeunes filles dans mon collège, mais malheureusement, je suis beaucoup plus formée que certaines. Donc, à d'innombrables reprises, des professeurs ont essayé de me faire des réflexions, etc. Mais du coup, dans ce genre de cas, ce que j'aime bien essayer de leur faire comprendre, c'est que ce n'est pas ma tenue qui n'est pas adaptée à mon âge, mais plutôt mon corps, et que je ne peux rien y faire. Et la dernière, c'est que j'ai pas très bien compris, c'est quand vous parlez de difficultés scolaires, vous parlez de difficultés au niveau du comportement ou juste par rapport aux notes et au décrochage scolaire? On fait un global, on a un peu donné toutes nos idées, enfin tout ce que nous on prenait à l'intérieur. Donc effectivement, il y a les notes. Vous avez aussi peut-être pu constater que ça, c'était aussi par rapport au caractère des élèves, de comment ils se sentaient aussi au collège. Parce que c'est bien beau de parler des notes, mais en attendant, les élèves s'ils se sentent pas à l'aise, bah ils pourront jamais avancer. Bonjour, Adeline Meyer, principale adjointe collège Jean Massé à Villeurbanne. Je m'adresse aux élus. Je voulais savoir, vous avez parlé d'une boîte d'expression avec des messages écrits par les élèves, surveillés par les AED. C'est quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que vous pouvez développer? Alors, ça a été mis en projet l'année dernière. C'est une boîte qu'on a commandée sur Internet, une boîte en bois. Et il y a une fente, enfin, elle est fermée par un cadenas. Et cette boîte, on l'a décorée pour que ça donne plus envie aux élèves d'écrire des mots. Elle est située dans le bureau des surveillants qui ont accès à la demande des élèves. Et dans cette boîte, on dépose des petits papiers où on écrit quels événements se sont passés, qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui ne va pas, et on met un prénom. C'est mieux parce que pour qu'on on convoque l'élève. Nous, on ouvre la boîte toutes les semaines environ. Les CPE voient s'il y a des mots et après, ils convoquent les élèves pour savoir ce qui s'est passé et demander des explications. Merci. Je voulais savoir justement qui ouvrait les boîtes. C'est le CPE et les AED, c'est pas d'autres élèves. Non, c'est que les ambassadeurs et les CPE et les AED. Les ambassadeurs quand même. Oui, on a une clé si les CPE sont pas là. D'accord, merci. Frédéric, je te vois piaffer Oui. d'impatience. Comme d'hab. Merci. Bon, écoutez, merci beaucoup de votre travail, hein. C'est toujours pour nous, adultes, riche de vous entendre. Moi, j'avais deux questions. Est-ce que déjà, vous pensez que votre collège est assez ouvert sur le quartier où vous habitez, ou est-ce qu'il devrait être plus ouvert? C'est la première question. Et puis la deuxième, j'ai vu un écart important dans votre questionnaire entre les adultes et les élèves sur la place des parents. Hein, les adultes disant qu'il faudrait des espaces pour les parents. Qu'est-ce que vous pensez de la place des parents dans votre collège? Alors, la première question, est-ce que vous pensez que votre collège est ouvert sur votre territoire, sur votre quartier, sur votre environnement? Zoé? Moi, j'ai un collège qui est dans un quartier défavorisé, donc on retrouve un peu de toutes les personnes, toutes les situations financières, toutes les origines, et il n'y a pas vraiment de différence. Après, on fait aussi beaucoup de sorties culturelles, si c'est de ça que vous vouliez parler. On voit tout ce qui nous entoure, tout ce qu'il y a à Lyon. On va même pas forcément dans des lieux culturels, juste on va voir ce qu'il y a à l'extérieur, en dehors de notre maison et du collège, des sorties qu'on fait habituellement. Et je trouve que c'est relativement pas mal de s'ouvrir au monde de cette manière. Et pour les autres, alors, en dehors des sorties culturelles, est-ce que vous pensiez, par rapport à la localisation de votre collège, que vous êtes soit trop refermé sur votre environnement, c'est-à-dire le collège et votre quartier, ou est-ce qu'au contraire, le collège est implanté de façon à ce que vous puissiez sortir et découvrir ailleurs, un peu plus loin? Vas-y, Nélia. Alors, personnellement, pour mon collège à moi, je trouve qu'il est assez ouvert, vraiment ouvert. Non seulement le fait qu'ils font beaucoup de voyages de partout, pardon, avec l'AS, une association sportive, ils s'ouvrent à beaucoup d'endroits, ils sont vraiment très ouverts et ils ne se referment pas sur l'environnement dans lequel on est, tout ce qu'il y a autour. Et ils essayent vraiment de nous faire voir encore plus loin pour nous faire vraiment découvrir et afin qu'on grandisse dans de bonnes conditions. Moi, personnellement, mon collège est plutôt ouvert. Mon collège est juste à côté de celui de Zoé. Et j'ai remarqué que c'était vraiment
pas du tout la même chose entre le collège Zoé et mon collège, parce que mon collège est plus concentré sur le fait des voyages scolaires qui sont organisés à quasiment tous les niveaux de classe, sauf les classes là où il y a des examens. Par exemple, en sixième, on avait organisé un voyage à Paris. En cinquième, on avait organisé un voyage à Rome. Et cette année, on avait organisé un voyage à Londres. Ce n'est pas que réservé à notre classe, bien évidemment. Par exemple, les quatrièmes de l'année dernière étaient partis au Maroc, à Marrakech. Et vraiment, ce qui est bien dans mon collège, c'est qu'on découvre plein de nouveaux environnements qui sont vraiment cosmopolites, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de différentes origines, de différentes langues, qui sont beaucoup en lien avec ce qu'on fait au collège. Et tu avais une deuxième partie de question, je crois, Frédéric, sur les familles, c'est ça? Les parents et Parle dans le micro parce que je pense que pour l'interprète, Merci. c'est pas possible. Donc, je reprends le poids des parents et des familles dans le collège. Comment est-ce que vous imaginez que justement ces parents peuvent s'inscrire aussi dans la lutte contre les difficultés que vous pouvez rencontrer aussi au collège et comment s'articulent les familles et la communauté éducative? Du coup, est-ce qu'il y en a qui ne s'expriment pas du tout? Il y a Gabin, il y a Nour, il y en a certains qui. Il y a Arthur. Arthur, on ne t'entend pas du tout, mais ça ne va pas, hein. Il y a Timothée. Timothée, est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'articulation famille-communauté éducative? Comment est-ce que tu vois justement ce travail qui peut se faire de collaboration entre ton collège et tes parents, ta famille? Par rapport à mon collège, déjà, il y a les parents d'élèves. Je pense que c'est dans tous les autres collèges, mais nous, dans les autres collèges, c'est vraiment, comment dire, les parents sont au contact avec les élèves, toujours. Et par rapport aussi, mon collège met en place des aides comme la bourse nationale pour, les élèves qui n'ont pas accès. L'année dernière, pour les parents qui n'avaient pas, par exemple, d'imprimante, d'ordinateur, euh, de documents, le collège a mis en place des aides gratuites où les élèves ont un ordinateur, une tablette, bien sûr de l'académie où il y a, où à la fin de l'année, c'est rendu, mais les élèves, ils peuvent, par exemple, ils ont même des imprimantes ou pour imprimer les cours. Mon collège met beaucoup de place pour les parents et pour la famille, l'élève aussi. Il faut pas voilà. Gabin, vas-y, peut-être une dernière prise de parole. Moi, je veux dire que la place des parents dans le collège, en tout cas dans mon collège, j'ai fait partie des conseillers de classe et il y avait beaucoup de parents qui étaient convoqués. Aussi, pareil pour les conseils d'administration, j'en ai fait partie. Et là, il y a beaucoup de parents qui se sont investis pleinement dans ce conseil. Ils sont venus à pratiquement tous les conseils. Il y avait les délégués, les suppléants. Ils ont pris plein de décisions. Et à l'association sportive aussi, il y a beaucoup de parents qui sont investis pour faire les trésoriers ou les directeurs adjoints, etc. Donc, dans mon collège, ils sont assez investis, les parents. Ok. On va essayer d'enchaîner parce qu'on a encore deux thématiques et je vois l'heure un peu tourner. Donc, on essaye d'enchaîner. On passe à la deuxième thématique qui est préparée. Voilà. Du coup, deuxième thématique, ça va être à toi, Nassim. Ouais. Alors, on va voir comment mieux aider les élèves à gérer leurs émotions vécues au collège. Alors, on va commencer par voir quelles émotions les élèves vivent au collège et quelles émotions les adultes essayent de percevoir dans les élèves. Pour les adultes, on a relevé qu'ils remarquent beaucoup chez les élèves
du découragement, de la colère, du stress, de l'ennui ou de la déception. Contrairement aux élèves qui ressentent plus de stress, beaucoup plus de fatigue et vraiment du découragement. Ok, alors on va commencer par un constat. Nous avons constaté que parfois on peut se sentir dévalorisé au collège, mal dans sa peau, seul et incompris. Ces sensations entraînent une mésestime de soi, parfois grave, qui peut durer et qui vient, la plupart du temps, perturber l'équilibre général de l'élève, affecter ses résultats scolaires et sa bonne santé physique et mentale. Les neurosciences apportent des éléments dans la gestion des émotions positives qui entraînent un bien-être et une confiance en soi. Un bon état émotionnel et psychologique permet d'améliorer ses performances. Excusez-moi. Le bien-être au collège permet de lutter contre le décrochage scolaire. Donc pour remédier à tout ça, on a trouvé des solutions et je vais laisser la parole à Arthur. Alors, comme solution, nous allons vous présenter une vidéo. Est devenu un rituel. En arrivant en cours d'éducation physique, l'élève indique son émotion avec un smiley et il salue son professeur avec au choix une poignée de main, un hug, une accolade, un check, top là. Quand ils mettent le smiley rouge, je sais que je vais faire un peu plus attention à eux, leur demander ce qu'il y a plus précisément. Donc ça me permet vraiment d'individualiser rien que l'entrée en classe. Ces attentions, les élèves y sont devenus sensibles. C'est plutôt une bonne façon de commencer la journée. Et je trouve ça bien parce qu'en plus, faire un hug à son professeur, ça se fait pas tous les jours. Et là, j'ai mis un verre aujourd'hui parce que je suis contente. Au collège Saint-Exupéry, depuis 2 ans, on travaille sur le bien-être, on positive. Des citations sont accrochées chaque semaine dans les classes. Elles permettent aux élèves de dédramatiser les apprentissages. Donc si tu t'es trompé une fois, faut apprendre de ses erreurs et pour la prochaine fois faire mieux. Il y a quand même tout un aspect que les neurosciences nous ont aidé à comprendre et qui est finalement l'apport d'émotions positives, de confiance en soi, littéralement de bien-être, qui permettent aux élèves de comprendre que l'état émotionnel et psychologique dans lequel on se trouve permet d'améliorer nos performances. Quand c'est un pluriel, on met un S. Dans ce cours de français, les élèves s'entraident. Ils peuvent même passer à 2 au tableau pour se rassurer. Et vu que là, j'étais pas très sûre, j'ai demandé que Marie-Lou vienne avec moi. Au départ mis en place pour des élèves ayant des troubles de l'apprentissage, le dispositif est aujourd'hui étendu à toutes les classes de 6e et de 5e. En 2020, tout le collège devrait en profiter. Donc maintenant, après avoir vu cette vidéo, nous allons voir les solutions. Nous avons donné son émotion au nouveau rituel mis en place au sein de l'établissement à Saint-Laurent-du-Var. Cela permet de donner son état d'esprit, saluer son professeur par une accolade, une poignée de main, un check, un câlin, un tape-là, permet d'avoir un rapport différent avec son professeur. Favoriser l'entraide entre élèves, éviter les angoisses, le sentiment d'insécurité, d'échec. Passer à 2 au tableau pour se rassurer, éviter le jugement d'un élève, porter une attention aux sentiments, aux émotions des élèves renvoie à un degré de satisfaction individuelle important et à prendre en compte. Merci. Alors, par rapport à la vidéo, on peut voir que le bien-être au collège inclut aussi une dimension collective, en particulier par la prise en compte des relations entre les personnes. Par exemple, pour ma part, quand j'ai fait ma rentrée en 6e au collège, j'ai remarqué que par rapport à la primaire, les personnes étaient beaucoup plus ouvertes. Parfois, elles venaient vers moi me dire si je passais une bonne journée, si j'allais bien. C'est comme ça que je pense que tout le monde devrait faire pour
plutôt se faire des amis et se sociabiliser. Il y a des exemples, comme avoir des ambassadeurs dans son collège, des collégiens, collégiennes à l'écoute des élèves, des personnes référentes comme des délégués, des jeunes identifiés, mettre en place des groupes de parole au sein des établissements, implication, infirmerie, psychologue, éducation nationale pour des interventions en classe ou des temps spécifiques de parole proposés en petits groupes, où il y a un exemple que j'en fais partie en tant que vice-président, la médiation qui est dans mon collège, que je vais vous faire visionner une vidéo et après on discutera sur cette vidéo. La médiation scolaire par les pairs est un mode amiable de gestion des conflits mis en place dans les établissements scolaires. C'est un moyen pour les élèves de résoudre leurs conflits entre eux. Et donc nous, on va former des médiateurs, en même temps accompagner les adultes sur comment ils peuvent orienter les élèves en médiation. On va utiliser une méthode interactive lors des sessions de formation. On va beaucoup questionner les élèves pour leur demander eux ce qu'ils feraient s'ils étaient en médiation. Et aussi, on va beaucoup les mettre en situation. Donc on va faire des jeux de rôle, leur montrer comment on fait un bon accueil. La médiation dans un établissement scolaire va se dérouler en 3 étapes. Il y a d'abord, première étape, la demande de médiation. Donc un élève qui a un conflit dans un établissement scolaire va prendre un billet de médiation et dire avec qui il a le conflit en le déposant dans une boîte aux lettres. Ensuite, les élèves médiateurs, lors d'une deuxième étape, vont prendre connaissance du conflit, de la demande, et vont faire venir individuellement l'élève A et l'élève B. Il sera donné un rendez-vous à l'élève qui a un conflit, donc l'élève A. Après avoir reçu cet élève, les 2 médiateurs vont recevoir l'élève B, celui qui a le conflit avec l'élève A. Et en troisième étape, les 2 médiateurs vont recevoir les 2 élèves en conflit si ceux-ci ont accepté de se rencontrer afin de trouver une solution ou de rechercher des solutions. J'aime pouvoir aider les autres. De pouvoir les écouter. Je peux régler des conflits plus facilement maintenant. On y voit un bénéfice, les élèves y voient un bénéfice. Les élèves qui sont médiateurs ou médiatrices ont clairement développé un certain nombre de compétences qui leur sont utiles tout au long de leur vie. La médiation scolaire a pour objet d'inciter les élèves à résoudre leurs conflits, comme elle disait la vidéo, par le dialogue assisté de médiateurs. Les médiateurs vont toujours être 2, c'est obligatoire. Ils vont assister, les élèves médiateurs sont des élèves qui se sont portés volontaires pour cette mission. Ils sont formés au bout de 4 mois, préalables, et agissent toujours à 2 par la partie. La caractéristique de la médiation, c'est que c'est du volontariat. La participation à la médiation est volontaire. Les parties peuvent quitter le processus à tout moment si elles ne se sentent pas à l'aise. Les parties, c'est 2 élèves qui sont en dispute. La confidentialité, tout ce qui a été discuté lors de la médiation est confidentiel et ne peut être utilisé lors de procédures. Lors de procédures, par exemple, comme un conseil de discipline. Neutralité, le médiateur ne prend pas parti et n'a aucune autorité pour imposer une solution. Ce n'est pas un juge, ce n'est pas un avocat ou un policier. Il ne va pas enquêter, défendre ou imposer sa solution.
Leur rôle est de faciliter la communication et d'aider les parties à trouver une solution. Il va les aider, il va les diriger vers une solution, mais à aucun moment il va faire partie de la solution. La médiation, on a fait une étude sur la médiation dans les collèges de France. Et ça montre que dans les collèges, ça baisse le harcèlement et des conflits entre élèves, le développement de leurs compétences psychosociales aussi, et une meilleure estime de soi-même. Et par rapport des médiateurs, la contribution des médiateurs à l'apaisement du climat scolaire et une réduction des violences dans des établissements au sein desquels les médiateurs à l'école interviennent. Au total, dans mon collège, on est 10 médiateurs. On note que 80% des élèves qui manquaient de confiance en eux avant de connaître le médiateur à l'école déclarent avoir gagné en confiance. Nous, en tant qu'élèves et enfants, il y a des moments où c'est difficile et on préfère en parler à des personnes de notre âge qu'à des parents, des professeurs, des adultes. C'est pour ça que cette association, amélie.com, qui est sur Lyon, a mis en place depuis 2011, je crois, la médiation par les pairs, c'est des élèves comme nous tous ici présents qui vont aider, comment dire, qui sont repérés dans le collège. Tous les élèves savent c'est qui les médiateurs et ils savent comment faire une médiation. Sur laclasse.com ou Pronote, ceux qui connaissent, il y a une demande de médiation dans les discussions et ça va directement avec la médiation. Et la médiation est gérée par les élèves et si les élèves sont trop, si c'est une histoire trop importante, il y a une surveillante qui est la présidente de la médiation. Elle aussi, elle a été formée. C'est une surveillante pour la médiation et elle peut intervenir. Mais sinon, il y a pas d'autres personnes qui peuvent intervenir dans la médiation. Après, la médiation va se dérouler en 3 parties comme il l'a expliqué dans la vidéo. Et à la fin, on le remarque souvent, les élèves nous disent souvent à la fin de leur médiation qu'ils ont découvert la notion du conflit, que même ceux qui ont créé le conflit, ils s'en veulent. Et à la fin de la médiation, c'est que durant ça aussi, ça sert à nouer des nœuds, parce qu'avant on pouvait être des fois on est en dispute avec une personne, on ne sait pas pourquoi on est en dispute, et c'était même pas notre ami, et après la médiation, des fois on a beaucoup de retours par rapport à la médiation et ça nous fait plaisir d'entendre des bons retours. Merci beaucoup, Timothée. Voilà. Du coup, on va lancer l'échange avec la salle. Donc, s'il y a des questions pour nos élus, s'il y a des témoignages à apporter, des choses qui se passent aussi dans vos vécus, on vous laisse la parole. Je vois déjà 2 mains levées, 3. Donc, je ne sais pas à qui donner en premier. Je sais pas que j'ai vu en premier. Merci beaucoup. Xavier Rochefort, je suis directeur d'une agence de médiation sociale qui travaille sur la métropole de Lyon. Désolé pour les personnes à qui je tourne le dos.
Merci de vos témoignages. Merci du dernier témoignage sur la médiation par les pairs. Du coup, ça va me permettre de ne pas en dire plus parce que tu as parfaitement expliqué, si tu me permets de te tutoyer, tu as parfaitement expliqué ce qu'était la médiation par les pairs, telle qu'elle a été développée par Amélie, donc qui est aussi une association de médiation. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que nous, on a des médiateurs sociaux qui travaillent sur les quartiers certains quartiers de la métropole de Lyon, dans les transports, sur un certain nombre de domaines, sur des espaces publics, et dans des écoles et dans des collèges, et notamment le collège de Villeurbanne et le collège du Tonkin à Villeurbanne, et puis des écoles de Villeurbanne. Et on vient de terminer une session de médiation par les pairs également. Et vendredi soir, j'étais en mairie de Villeurbanne pour remettre à des enfants des diplômes d'élèves médiateurs, qui est l'aboutissement d'un processus, comme tu l'as expliqué, de formation d'élèves et de développement de leurs compétences psychosociales, ce qui est essentiel aujourd'hui parce que ce n'est pas une fatalité. Alors les conflits, ça fait partie de la vie. On a tous des conflits dans nos sphères amicales, dans nos sphères familiales, dans nos sphères professionnelles. Ça fait partie de la vie, le conflit. Mais le conflit, il y a des solutions qui existent pour le prévenir et pour mieux l'appréhender et mieux le réguler. La solution de facilité, parfois, ça va être peut-être d'insulter, de donner des coups. Alors que on voit, et on en fait la preuve, quand on réussit à travailler avec les enfants dès le plus jeune âge sur leur inculquer une façon d'écouter, parce que écouter, c'est une vraie, ça ne se décrète pas, c'est une vraie compétence d'écouter l'autre. On voit qu'on a des résultats qui sont quand même assez intéressants, prouvés en plus, avec des évaluations qui ont été menées à l'échelle nationale, parce que des médiateurs dans des établissements scolaires, il y en a aujourd'hui dans près de 150 établissements en France et sur des territoires ultramarins, en Guadeloupe, en Guyane. Et des personnes qui travaillent donc sur ces enjeux de violence à l'école, de prévention du harcèlement, du cyberharcèlement. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ces enjeux-là depuis 2016. Et on travaille encore beaucoup aujourd'hui, et notamment avec la métropole de Lyon. Et on va, à partir de la rentrée de septembre 2024, avec le soutien fort de la métropole, que je remercie parce que c'est un vrai engagement qu'elle prend sur ces questions de médiation en lien avec les questions de prévention spécialisée, pour avoir une vraie dynamique globale sur ces sujets de la médiation et de la prévention sur un certain nombre de territoires. Et donc, à partir de la rentrée 2024, on va mettre en place sur 3 cités éducatives de Vaux-en-Velin, Vénissieux et puis Lyon 8e, 3 nouveaux médiateurs ou médiatrices à l'école à partir de 3 collèges. Donc, voilà, c'est une réponse. Ce n'est pas la seule réponse, bien évidemment, mais c'est une réponse qui va être apportée sur les... Voilà, beaucoup d'entre vous ont évoqué les sujets de violence à l'école, de harcèlement. Alors, comme le disait Jeanne Chevalier, le harcèlement, on le connaît depuis... voilà, on a tous été témoins de situations de harcèlement. Quand j'étais collégien, j'ai vu, voilà, ça existe. Mais aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. On a des solutions qui s'offrent à nous. Alors, c'est de plus en plus violent. C'est sûr que les relations se sont tendues. Mais voilà, donc les pouvoirs publics travaillent sur cette question-là. On a des outils à vous proposer. Ça se fera avec vous en tant que collégien, en tant qu'écolier. Ça se fera avec toute la communauté éducative, les professeurs, les enseignants, les instituts. Voilà, donc c'est essentiel et on va bosser sur ces enjeux-là bientôt. À distance, on a une question aussi. Est-ce que vous savez combien de médiations ont été réalisées dans votre collège depuis la rentrée? Et est-ce que ces médiations ont permis de résoudre des conflits enseignants-élèves? Dans mon collège, dans mon collège, les médiations, on en a fait au total 21. C'est beaucoup. Et
il y a une médiation où où ça m'a, avec mes collègues, on a beaucoup travaillé, ça nous a perturbés. C'était le cas d'une personne qui était harcelée. Et grâce à cette médiation, la médiation, elle a duré longtemps, mais quand c'est un problème, quand c'est un enjeu comme le harcèlement, on parle plus de temps. Et là, grâce à la médiation, grâce à l'activité au médiateur, on a pu régler cette histoire très vite. Et cette personne nous a remerciés. Et par rapport aux histoires avec les enseignants, euh, on a, nous, on va, on va pas intervenir sur les histoires des enseignants, mais on peut être les porte-parole. On peut aller voir, pas l'enseignant, mais la direction. On parlait du comportement de l'enseignant. Mais c'est pas après quand ça parle d'histoire avec les enseignants ou de quelqu'un ou d'adultes, c'est pas nous qui allons gérer cette histoire. Mais je me rappelle que un moment, un jour, là, une professeure avait des propos racistes envers une personne et c'était le collège qui avait géré cette histoire et nous on a juste fait la porte-parole. Voilà. Ok, merci. Il y avait monsieur, madame, je sais pas. Patrice Badard, je suis conseiller principal d'éducation à Bron. Du coup, ma question arrive un petit peu en décalé parce que Timothée a déjà donné des éléments de réponse. Je profite de ce temps de parole pour féliciter les jeunes pour la qualité du travail qu'ils nous proposent. Et je souligne que c'est très important et vous pouvez être fiers de vous pour l'engagement que vous montrez au nom des autres ou pour les autres. Ma question, elle était peut-être plus sur la limite, donc peut-être plus à Timothée, où s'arrête finalement une médiation? Est-ce qu'il y a des situations où la médiation, elle est, je mets des guillemets, impossible pour les médiateurs? Et petit élément de réponse, sur le collège où j'exerce, on avait mis en place cette médiation par les pairs il y a quelques années. Et de mémoire, il me semble que les conflits entre adultes et élèves ne sont pas gérés par les médiateurs, qui peuvent cependant, comme tu le disais, être relais, c'est-à-dire relayer des informations auprès de personnes ressources comme le CPE, le prof principal, etc., etc. La médiation, elle a une limite, comme tout. La médiation, quand ça parle d'un problème avec un adulte, parent comme enseignant, comme une personne de l'administration, nous, on peut être la voix qui va dire qu'il y a le problème, mais ça va pas être nous qui va gérer le souci. Et par rapport aussi les élèves, s'il y a une limite, c'est quand on est en médiation, comme vous avez vu avec les élèves dans la salle. Si ça commence à, comment dire, à s'insulter ou à se taper dessus, là, on arrête la médiation. Et si on a deux choix, soit on va reconvoquer les élèves plus calmes, ou soit on va faire passer la médiation par une autre équipe, bien sûr, de médiateurs. Et ça va être l'autre équipe qui va gérer la médiation. Sinon, la limite, c'est qu'il y a un problème avec un adulte. D'autres questions? Eden, je te vois tournoyer sur ton siège. Tu voulais dire quelque chose? Alors, moi, j'avais une question. Je trouve que la médiation, c'est une très bonne idée et j'aimerais bien savoir comment on fait pour la mettre en place dans son collège. Bonne question. La médiation,
C'est quelque chose, on peut demander à, par exemple, le monsieur, le monsieur Xavier Rochefort. euh, euh, ici présent, ici présent, de demander de demander à un intervenant qui vient dans ton collège pour organiser une formation de 4 mois et, et par rapport à mettre en place une médiation, c'est des élèves qui vont être choisis, qui vont être choisis, oui, qui vont être choisis, ça signifie, c'est pas des élèves qui vont être pris au hasard. On va faire c'est une demande. C'est une demande il faudra remplir un questionnaire et ça va être des élèves qui vont être tirés au sort. Ou, oui, dans mon cas, au collège, c'était des élèves qui étaient tirés au sort. Dans d'autres collèges, je sais pas si c'est la même, mais, mais c'est des élèves qui sont tirés au sort et après, quand ils sont médiateurs, ils vont avoir une formation de 4 mois au long de l'année. Bien sûr, c'est sur les cours, mais ça va pas trop impacter les cours, comme ça, tu pourras les rattraper. Moi, la plupart du temps, c'était sur les cours de art plastique musique, les cours qui sont, je dis, s'il y a des professeurs d'art plastique ou de musique ici, je dis pas que c'est des cours importants, mais par rapport à notre brevet ou à ou d'autres examens, ils vont être moins importants si on les rate. Dans mon collège, ils avaient fait en sorte que ça tombe, les formations, ça tombe sur ces cours-là. Après, par rapport après la formation, quand tu es médiateur, tu vas faire des jeux de rôle. Timothée, peut-être que tu pourras lui en parler après, Oui. histoire qu'on Oui. puisse avancer un petit peu, parce qu'il nous reste une Oui, thématique, 26 Oui. minutes, et je pense qu'il y a beaucoup d'interventions, parce que c'est très intéressant, il y a plein de gens qui veulent prendre la parole. Alors, j'ai vu la jeune fille au fond, mais je crois que vous vouliez prendre la parole. Oui, bon, je vais essayer d'être rapide alors. Non, non, pas du tout, mais c'est parce qu'effectivement, je pense que Timothée, dans la précision de la procédure pour devenir médiateur, vous pouvez peut-être en prendre un petit temps, surtout que vous êtes tous les deux élus et vous pouvez vous voir un mercredi pour en parler. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Sarah Chevreau et je travaille à Culture pour tous. Et en fait, je voulais en profiter pour vous partager un petit peu ce que nous, on a fait avec le collège de Gabin, du coup, avec le collège Jean Monnet, justement sur le travail de gestion des émotions. Et puis, bah, qui sait, peut-être ça vous donnera des idées ou voilà, parce que je trouve ça super que vous vous saisissiez de toutes ces questions-là. Avec le collège Jean Monnet, ça fait 3 ans qu'on propose alors ça fait pas beaucoup d'élèves, ça fait que 15 élèves, des parcours sur toute l'année scolaire pour les élèves qui vont avoir, on va dire, des problèmes de comportement, de discipline, ou alors des élèves, comme tu le disais, Jeanne, tout à l'heure, qui ont peut-être pas l'environnement familial qui va les pousser dans certains endroits pour travailler justement toute cette question de la gestion des émotions grâce à la culture. Toutes les semaines, en fait, on avait pris les mercredis après-midi parce qu'à l'époque, c'était les heures de retenue. Toutes les semaines, il y a des ateliers où on va apprendre à faire groupe, apprendre à se parler, comment on vit ensemble, comment on crée ensemble, comment on traverse une expérience artistique. On va découvrir des salles de concert. Ils ont fait des parcours autour du rap, autour de la musique. On va écrire des textes. Qu'est-ce qu'on veut dire? On va se nourrir de plein de choses. Et puis, ils vont tourner des clips, ils vont écrire des textes, produire de la musique. Et il y a un moment de clôture en fin d'année où ils passent sur scène avec des musiciens. Et selon les projets, ils peuvent inviter leur famille, etc. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est pas tout rose. Au début, il y a les mêmes problèmes de discipline que vous pouvez avoir en classe. Je pense que vous pensez tous à des élèves que vous avez dans votre classe qui font que le cours piétine un petit peu. Bah, ça se pose aussi, mais c'est intéressant. Justement, là, c'est le bon endroit pour que ça puisse être travaillé. Et puis, on n'est pas nul dans la culture parce que ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. Et du coup, nous, on se sert de ça. Et ça décale tout. Tout à l'heure, vous parliez de comment on peut être perçu, de la pression du regard des autres. Bah, ça, c'est des choses qu'on traverse tout le temps, toute sa vie. Et bah, la culture, elle permet ça. Elle permet d'essayer de se comprendre un petit peu mieux, d'un peu mieux comprendre les autres, le monde dans lequel on vit. Et voilà, c'était juste pour vous partager un petit peu ça. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a des questions qui se posent un peu à droite à gauche, mais j'aimerais bien quand même qu'on puisse aborder la troisième thématique, me semble-t-il, parce que vous l'avez travaillé et Dieu sait qu'on voit que vous avez bien travaillé votre sujet.
Donc peut-être passer vite cette thématique. Encore une fois, on peut se retrouver aussi après hein, dans le déambulatoire pour échanger. Et notamment, il y a eu aussi un gros travail de fait d'affichage des différents mots qui sont ressortis lors des questionnaires qui sont affichés sur les murs du déambulatoire. Donc n'hésitez pas à poser des questions aux jeunes élus quand vous prendrez un jus de fruits à la sortie tout en regardant les mots. Je vous laisse aborder la troisième thématique. Donc, dernière thématique, en effet, pour ce temps de table ronde. Donc, du coup, je vais donner la parole à Léonie. On va commencer on va terminer par la troisième thématique qui va parler du climat scolaire, du regard de l'autre et comment favoriser l'intégration des élèves en difficulté. On va commencer par la conclusion des graphiques. D'après nos questionnaires que nous avons fait circuler dans le collège, 3 personnes sur 5 disent être stressées en cours. De plus, sur une cinquantaine de réponses à nos questionnaires, plus de 25 personnes sont fatiguées à cause des cours. Les élèves pensent que c'est à cause de problèmes personnels et de manque d'aide à la personne au collège que les élèves sont en difficulté, mais les personnes concernées disent être en difficulté à cause des évaluations, de la peur de l'échec et du manque de motivation. Alors, moi, je vais parler des constats qu'on a faits par rapport au climat scolaire. Donc, le climat scolaire, il varie significativement d'un établissement à l'autre. Le climat scolaire est sensible au contexte socio-économique local et il est plus pesant dans les territoires où les familles sont exposées à des problèmes de pauvreté. Cette différence peut engendrer également l'exclusion, comme la grossophobie, la transidentité ou le racisme. Les violences subies au quotidien par les élèves altéraient plus fortement le climat scolaire que les violences graves déclarées au niveau de l'établissement. Et enfin, l'absentéisme et le décrochage scolaire sont liés aux conditions de scolarité, mais aussi à la situation socio-familiale et personnelle. Et maintenant, on va passer aux solutions avec Enzo. Par rapport au constat vu précédemment, nous proposons quelques solutions comme faire des actions collectives et sportives pour la mixité, des sorties scolaires, des activités périscolaires pendant la pause méridienne, des clubs thématiques, des ateliers, des conférences débats sur un sujet pour discuter entre élèves, des conseils de jeunes, exemple Comet, sortir de l'éducation nationale. Les élèves se rencontrent, échangent, l'engagement permet l'intégration dans un groupe. Donc, nous avons trouvé un exemple de solution. C'est le dispositif phare. Donc, le dispositif phare, il est mis en place dans les établissements pour améliorer le climat scolaire. Le programme phare, c'est un plan de prévention et d'action contre le harcèlement et le cyberharcèlement entre élèves dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées. Pour sensibiliser la communauté éducative au phénomène de harcèlement dans le milieu scolaire, il y a la journée nationale de lutte contre le harcèlement qui est organisée chaque année au mois de novembre. Vécu et témoignages des élus, ce qui est mis en place dans leur collège pour améliorer le bien-être au collège et le climat scolaire. J'ai un témoignage, c'est que dans mon collège, certains de mes professeurs mettent des élèves scolairement bons avec des élèves qui ont des difficultés particulières pour apporter de la motivation aux élèves qui ont des difficultés. Après, ils se sentent mieux parce qu'ils ont l'impression d'avoir mieux compris, de se sentir accompagnés avec quelqu'un qui a pu les aider, qui a pu les aider. Donc, c'est vrai que parfois les professeurs laissent par binôme leurs amis, sauf que c'est bien, c'est cool pour les élèves. Sauf que pour les élèves en difficulté, ça ne les aide pas parce que souvent, ils ont des amis aussi en difficulté. Donc les mettre avec des élèves bons scolairement, ça permet de les pousser plus haut. Là, c'est un témoignage de Samuel qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il n'a pas pu. Dans mon collège, il y a un de mes amis qui a des problèmes de concentration et il fait beaucoup de bêtises, ce qui l'a emmené à un conseil de discipline. Malgré cela, il n'était pas triste, mais je pense
qui joue la comédie et qu'il est en grand désespoir. Eh ben, on ouvre du coup aux questions, à nos élus. N'hésitez pas aussi, parce que je sais qu'il y a quand même ici présent, on ne l'a pas précisé, on a des élus de l'autre commission qui sont là et qui sont bien sûr des élèves des collégiens de 4e. Donc, si vous avez envie de témoigner, si vous avez envie de poser des questions, bien sûr que la parole est à vous. Et ben voilà, on vous laisse un petit peu la parole sur le climat scolaire, sur le regard de l'autre, en fonction un petit peu de ce qui est ressorti du questionnaire, sur les témoignages des élus, ce que vous avez envie de partager. Voilà, c'est à vous. On vous laisse vous exprimer. Allez-y. Je rebondis sur une phrase qu'il y avait au tableau tout à l'heure, c'est quand ma mère voit mes notes, elle me hurle dessus et ça me fait la boule au ventre. Je posais la question, c'est que vous avez Pronote. Est-ce que Pronote, ce serait pas une nouvelle source de stress qui ramènerait le collège chez vous avec une sorte de pression, comme les parents en fait, peuvent tout le temps voir tous vos faits et gestes? Nélia, vas-y, réponds. Alors, on peut voir la chose comme ça, mais je trouve que c'est vraiment très important que les parents soient au courant de la vie au collège. Notamment, je trouve que les parents ne sont pas assez investis dans la vie au collège de leurs enfants. Je pense vraiment que les choses iraient beaucoup mieux si la famille serait un peu plus investie avec, au niveau du travail de l'enfant, de sa vie au collège, tout ça. Donc vraiment, pour répondre à votre question, Pronote, ça serait pas vraiment une source de stress, mais plus quelque chose qui, en fait, ça fait se rendre compte aux élèves de ce qu'ils font et ça peut vraiment les blesser. Je trouve que ça leur fait leur rendre compte. Ils se rendent compte de ce qu'ils font, de leurs notes, que ça va pas et ça les met mal. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Oui, désolée pour rebondir sur ce que tu dis, Nélia. Je suis tout à fait d'accord que c'est important que les parents puissent être au courant du coup de ce qui se passe au collège, mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec le fait est que bah, du coup, ce n'est pas une source de stress parce que moi, personnellement, même une réflexion que certaines personnes, j'ai déjà entendue, même ma sœur, quand elle a installé Pronote justement à ma mère, je cite, ma sœur a dit, si moi à mon époque j'aurais eu ça, je crois que j'aurais été déshéritée. Donc, Pronote est une source très pratique pour que les parents investis puissent du coup avoir accès à certaines informations de vie au collège, comment ça se passe. Du coup, ça c'est important. Par contre, que certains parents, par exemple, qui mettent beaucoup trop de pression sur leur enfant, ce n'est pas forcément la meilleure idée qu'ils puissent avoir aussi facilement accès aux notes. Et en même temps, ce n'est pas une solution de leur cacher. C'est pour ça que Pronote, je trouve que, du coup, je me répète beaucoup, mais est bien pour que les parents soient quand même au courant de ce qui se passe au collège, mais pas forcément la meilleure idée de qu'ils aient. Enfin, faudrait trouver une meilleure solution pour annoncer les notes aux parents, car malheureusement, pour beaucoup de parents, bah, du coup, quand ils apprennent la note de leur enfant, s'ils en ont eu une mauvaise, font une crise sur leur enfant, les disputent, alors qu'au lieu, plus simple solution pourrait faire, d'accord, tu n'as pas compris ça, viens, on se pose, je t'explique, on essaie de trouver un moyen pour que tu comprennes si moi je n'ai pas les capacités pour te l'apprendre, ni naner, etc. Sauf que ça serait la meilleure solution de la part des parents, mais malheureusement, c'est pas la réaction qu'ont beaucoup de parents. Ok, il y avait aussi Louis, Léonie, Gabin, Lou. Ok, vas-y, Louis. Moi, je pense que c'est quand même une petite source de stress vu que quand les parents ils savent dès que tu as une note, si tu as une mauvaise note, ça te met un peu un petit stress vu que les parents vont savoir, ils vont peut-être te disputer. Mais je trouve que dans le Pronote ou École Directe, ça monte vers le haut les élèves au niveau des notes vu que ça te donne envie d'avoir des bonnes notes et au moins tu sais où t'en es parce que si s'il y avait aucun moyen de savoir tes moyennes et tout, tu vas avoir des notes, tu vas avoir des notes, mais même tu peux pas avoir la motivation d'avoir une bonne moyenne vu que tu sauras pas quelle moyenne tu as. Mais je pense quand même que c'est une petite source de stress pour les élèves qui sont en difficulté. On donne la parole à Gabin, on finit par vous les garçons et on échange un peu avec la salle.
Moi, je voulais dire que pour moi, Pronote, c'est un petit peu une source de stress, parce que concernant les parents, déjà, on sait pas, on peut pas être dans leur tête, donc on peut pas savoir ce qu'ils pensent des notes. Mais moi, quand je regarde Pronote et que je vois des moyennes, etc., je me sens souvent en compétition avec les autres et j'arrive pas à faire autre chose que regarder les notes sur Pronote. Alors que moi, je sais que dans un collège où j'ai mon meilleur ami, il n'y a pas de moyenne sur Pronote et j'ai les témoignages de leur collège où les gens, ils étaient pas du tout en compétition. Quand il y avait une note, ils étaient pas là pour des combien de moyenne, etc. Et ces gens étaient beaucoup plus épanouis en regardant Pronote. Enfin, ils étaient mieux. Pour moi, école directe, c'est pas trop une source de stress. Mais ça l'est quand même un peu quand, par exemple, j'ai des élèves dans ma classe qui disent est-ce que vous pouvez mettre la sanction, mais elle apparaît pas sur École Directe. Parce que j'ai pas envie que mes parents le sachent. Alors, je trouve que ça les fait stresser. Parce que ils ont peur que leurs parents les disputent. Ensuite, par rapport aux notes, je trouve que c'est bien de les mettre sur École Directe, mais qu'elles soient mises pas toutes en même temps. Par exemple, chaque évaluation une par une. Parce que, par exemple, dans d'autres classes de mon collège, les élèves se plaignent d'avoir eu trop de notes en même temps, alors que les évals étaient très décalés au niveau du temps. Par rapport aux messageries École Directe, je ne sais pas si c'est le cas pour Pronote, mais elles sont beaucoup utilisées, que ce soit par les élèves ou par les enseignants, pour transmettre des informations ou transmettre des cours à rattraper. Donc je trouve que c'est une source de stress, mais pas aussi énorme que une convocation des parents ou un conseil de discipline. Comme il reste très peu de temps, on va peut-être passer à une autre question. Madame Herrera, je crois que vous vouliez poser une question, ou en tout cas faire une observation sur ce que vous avez entendu. Ah oui, je voulais faire une observation sur les sources de stress dont vous parlez, parce que je me déplace pas mal dans les collèges et je vois que dans certains collèges, il y a des expérimentations justement sur la suppression des notes. Il me semble que la source de stress, c'est moins le fait que Pronote aille à la maison que les notes elles-mêmes. Et donc, je voudrais bien savoir ce que vous penseriez d'un collège où on travaillerait, où il y aurait des apprentissages, mais sans notes. Je crois qu'il y a une... Ouh là là, que de réactions. Là encore une fois, on aura un temps d'échange. Je crois qu'il y avait plusieurs questions. Vous vouliez poser une question? Pardon, une remarque par rapport à Pronote. J'ai entendu par exemple que parfois les parents sont au courant de la note ou de la punition avant les élèves, avant les enfants. Ça, c'est pas normal. Là, c'est pas le CPE qui parle, c'est aussi le parent d'élève. La première personne concernée par une note, c'est l'élève. Deuxième remarque, Pronote, je trouve que c'est un formidable outil de communication. Par contre, il faut savoir comment on l'utilise. Et troisième remarque comme ça, et après je laisse le micro, j'entends le mot note, 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 note depuis le début de la session. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on demande aussi à nos élèves, on vous demande aussi des compétences et qu'on peut avoir des difficultés scolaires, être en difficulté en maths, en EPS ou en éducation musicale, mais en même temps avoir des compétences particulièrement développées pour être délégué de classe, représenter les autres, etc., etc. Dernière petite chose aussi, puis après j'arrête. N'oubliez pas que vous êtes aussi force de proposition dans les établissements. Alors ça fait écho à ce que disait le jeune homme, comment on fait pour mettre en place une médiation par les pairs. Eh bien écoutez, passez par les CVC, passez par vos délégués de classe, allez voir les personnes ressources dans les établissements. Allez voir votre CPE, allez voir votre personnel de direction aussi. Et vous êtes force de proposition et vous devez être aussi porteur de projet dans les établissements. Merci. Mes trois élus là-haut, Comet, je vous laisse poser votre question en une phrase concise et claire.
Bah, moi, c'est pas une question. C'était pour dire que pour moi, école directe, c'est une source de stress car mes parents, ils sont tout le temps dessus et ils me mettent énormément de pression par rapport au collège parce que ils veulent que je réussisse et je trouve ça normal. Mais comme le disait le CPE, je pense que c'est pas normal qu'ils trouvent la sanction avant. Ça m'était déjà arrivé en cours d'année et je trouve ça pas normal du tout en fait. Après, pour dire, c'est que chaque cas est différent, puisque par exemple, tu as par exemple, sur Pronote, les notes. Par exemple, on peut réviser, tout faire pour avoir une bonne note, on va avoir une mauvaise note. Et en fait, au collège, on est, plutôt dans l'école en tout genre, on est plus jugé sur nos notes que notre comportement. Je sais pas comment expliquer, ça veut dire notre capacité, elle est jugée sur des notes. Et on nous met constamment la pression dessus pour les augmenter et tout. C'est, par exemple, soit on peut avoir des parents qui sont derrière nous, soit on a des parents qui s'en fichent un peu. Mais après, tout revient à la même chose, quoi. Une phrase. Moi, je voulais dire que, en fait, moi, dans ma classe, on est en compétition, entre guillemets, par rapport aux notes et que, en fait, tout le monde a envie. On n'est plus jugé sur nos notes. Par exemple, oui, bah, si elle a une mauvaise note, bah, elle est bête. Et alors que si elle a une bonne note, bah, elle est intelligente. On nous juge sur ça et c'est pour ça que c'est une source de stress. Merci. C'est très inspirant d'entendre toutes vos paroles. Marion Passot, moi je suis psychologue de l'éducation nationale. Je voulais juste rappeler que les psychologues sont là pour vous écouter en établissement, qu'il y a aussi des lieux comme le CIO, le Centre d'information et d'orientation, qui sont en dehors des établissements et qui sont des lieux neutres pour vous accueillir avec vos parents et discuter que vous n'êtes pas que des élèves, vous êtes des personnes et qu'effectivement, toutes ces compétences qui ne sont pas forcément que scolaires, elles sont importantes et que vous nous les montrez aujourd'hui dans vos prises de parole et votre travail. Et que c'est quelque chose qu'on peut vraiment discuter avec vos parents, cette notion d'intelligence, cette notion de compétence. Je reviens sur ce qui a été évoqué, il y a beaucoup de collèges aussi qui travaillent en compétences et sur une même évaluation, on peut avoir réussi des choses et moins d'autres choses. Donc, vous n'êtes pas jugé sur ces notes-là. Il faut vraiment voilà, en rediscuter avec les équipes éducatives. Votre parole, voilà, elle a de la valeur et vous êtes des personnes qui éduquent aussi le personnel des établissements. Il y a beaucoup de questions. Il reste 5 minutes, mais on va prendre votre question, madame, ou votre observation. Alors moi, c'est plutôt une observation. Donc je me présente, Madame Denoyer-Pardo, je suis chef de service à Prado-l'Autre-Champs et anciennement chef de service dans un CESAD. Je ne sais pas si c'est Pronote qui met de la pression aux élèves ou aux parents. En tout cas, moi, ce que j'ai pu constater de mon expérience, c'est que c'est vraiment la question du rythme et de la temporalité. C'est-à-dire qu'il y a le rythme de l'école, il y a le rythme de l'élève, et que sur ces questions-là, ça vient crisper en tout cas beaucoup de monde et que les parents se mettent la pression pour leur enfant, les élèves, les jeunes se mettent la pression pour réussir et des fois ça crée des décrochages. Et nous, ce qu'on travaille en tout cas, c'est sur ces élèves décrocheurs, comment on leur apprend à prendre le temps nécessaire dont ils ont besoin et aux parents à relativiser et accompagner leur enfant dans ce qui est le plus adapté et adéquat pour eux. Et c'est pas sans mal et ça prend du temps. Et il y a souvent un sentiment d'échec sous-jacent et qui en fait c'est juste, on va dire, un chemin parmi tant d'autres possibles. Et je crois que c'est aussi là-dessus qu'il faut travailler, c'est la scolarisation. Eh ben, elle n'a pas qu'une forme en fait. Voilà, c'était ma remarque. Merci. Allez, je donne la parole à Zoé. Personnellement, je souhaitais rebondir sur ce que la psychologue ici présente a dit. En fait, on pense souvent qu'on a des facilités à parler avec des psychologues parce que c'est justement des psychologues, c'est leur titre. Mais en général, quand ils sont au collège, on a moins confiance en eux. Enfin, c'est pas qu'ils sont moins compétents, mais c'est que comme ils font infirmerie, comme ils font psychologues qui peuvent pas vraiment nous donner de médicaments, que la plupart du temps, le cliché, c'est ils nous donnent du sucre. On a plus de mal à discuter avec eux. Ça m'est déjà arrivé d'avoir mal à la tête et qu'on me dise comment ça va à la maison. Il y avait absolument aucun rapport. Depuis, j'ai absolument pas du tout confiance en ma psychologue. Mais juste pour vous dire que au final, vous pensez que c'est peut-être facile pour nous de vous parler, mais la plupart du temps, on le fait pas. Et encore moins si vous allez les rapporter à nos parents après.
Et la réponse. Oui, là c'est droit de réponse. C'est tout à fait vrai, Zoé. Je pense que la relation qui se crée entre deux personnes, elle n'est pas évidente. Et si la rencontre, elle ne se passe pas avec ce psychologue, effectivement, il faut peut-être aller voir au CIO, où il y a d'autres psychologues qui sont tout à fait en capacité de vous entendre. Et c'est vrai que pousser la porte d'un psychologue, c'est pas simple. Alors, juste voilà, dire qu'on n'est pas du tout à l'infirmerie, que nous, effectivement, on ne donne pas du tout de médicaments. On est vraiment là dans un espace confidentiel de parole. Donc, s'il y a des éléments qui sont transmis à vos parents, c'est dans un seul cas. C'est si on estime que vous êtes en danger, comme n'importe quel adulte de l'établissement ou même en dehors de l'établissement en termes de citoyenneté. Donc vraiment, c'est un espace confidentiel de parole. Et si ça se passe, vous pouvez très bien aller voilà, demander et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc vraiment, c'est un espace confidentiel de parole, ça c'est très important. Tant que j'ai le micro, j'en profite pour voilà, prolonger une petite chose, parce qu'effectivement, on n'est pas dans l'angélisme. Hein. Je sais bien que ce n'est pas toujours simple pour les collégiens. On a eu en début d'année plusieurs témoignages d'élèves de 6e qui arrivent et qui nous disent « mais à l'école, on a dans nos poches la confiance des adultes. On a l'impression qu'on voilà, on peut la perdre si on fait des bêtises, mais au départ, on a cette confiance avec nous. » Et on a des élèves de 6e qui nous disent on l'a perdu quand on arrive en 6e, comme si on n'avait plus rien dans nos poches et que là, c'est à nous de prouver. Et ça, c'est beaucoup d'énergie en plus de tout ce qu'il faut mener de front au collège. Donc, j'espère que vous trouvez des personnes ressources autour de vous et que si ce n'est pas la bonne, il faut aller frapper à une autre porte si ce n'est pas la bonne. Et je voulais savoir, vous, en 4e, est-ce que vous êtes toujours dans ces questions-là ou est-ce que au fur et à mesure du collège, les choses se posent de façon un peu différente? Je vais prévoir 3 heures en fait. Alors, Nour, oui, que tu as pas. Vas-y, parce que tu t'es pas beaucoup exprimé depuis le début. J'aimerais juste rebondir sur ce que ça avait dit. Moi, je trouve que à partir du, moi-même ayant suivi un psychologue, m'étant fait suivi par un psychologue en école primaire, je trouve que quand je suis passé au collège, les psychologues étaient beaucoup moins présents et je connais aussi d'autres élèves qui ont voulu prendre de rendez-vous mais qui n'ont vraiment pas pu. Et je trouve ça pas normal parce que en école primaire, c'était très facile et au collège, c'est beaucoup moins facile de prendre rendez-vous. Il n'y a pas que dans mon collège, j'ai aussi des amis de collège qui ont le même cas que moi. Donc, si vous pourrez répondre à cette question, merci beaucoup. On redonne la parole. Alors, très rapidement, oui, les écoles sont plus petites, donc moins d'élèves. En collège, plus important. Les psychologues couvrent 1, 2 à 3 établissements. Mais je le redis, le CIO est ouvert tout le temps, y compris pendant les vacances scolaires, le mercredi toute la journée. On ferme seulement 5 semaines l'été. Donc, on est ouvert jusqu'au 17 juillet. On rouvre le 22 août. Donc, voilà, n'hésitez pas dans ces moments, peut-être où vous avez un peu plus de temps, à venir au CIO. Vous en avez tous un à proximité. Vos collèges sauront vous dire où, en fonction d'où vous habitez, où vous êtes scolarisé. Alors, c'est très frustrant pour moi, mais malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont des obligations. Il est 16 heures. Ce que je peux constater quand même, c'est ce que je viens de dire à Corinne, c'est qu'on sent que voilà, ça remue ça, hein, le sujet de la psychologie, du recours au CIO, de la confiance en l'adulte, du besoin d'exprimer ses émotions, de trouver du soutien en l'adulte en qui on n'a pas forcément confiance quand on rentre au collège. Voilà, donc je pense que faut vraiment entendre ce message hyper important et voilà, le centre d'information et d'orientation existe. Il y a d'autres structures aussi, il y a les psychologues et les infirmeries pour pouvoir retrouver de la confiance et lutter finalement, parce que c'est la thématique d'aujourd'hui, contre les difficultés qu'on peut rencontrer au collège. Je pense peut-être que madame, vous avez quelques instants à l'issue là aussi de la séance pour pouvoir vous entretenir avec les jeunes élus. Personnellement, je vous remercie infiniment de la qualité de ces échanges, du travail fourni qui était incroyable. Je pense qu'on a pas mal de pistes entre la médiation, dispositif phare, les ateliers relais, tout ce qui a pu être dit. Et puis, de vous avoir entendu, c'était vraiment, je dirais pas rafraîchissant, parce que ce n'est pas le cas. Mais voilà, je vais laisser la parole à Madame Morera pour conclure cette session. Merci encore.
Merci. En fait, moi, j'ai envie de vous dire que je n'ai pas envie de conclure et que j'espère que cette session, c'est le début de. Enfin, elle va être continuée parce que il me semble que moi aussi, je salue l'authenticité dont vous avez fait preuve. Vos paroles, elles sont vraies. Elles sont. Ça interpelle quand même ce que vous avez dit sur les humiliations, sur la faible prise en compte des émotions. Enfin, bon, ça interpelle. Et vous avez proposé des solutions. Et dans les solutions que vous avez proposées, c'est des choses qui existent déjà et donc qu'il faut connaître, qu'il faut amplifier, qu'il faut reproduire. Mais peut-être qu'il y a des choses à inventer aussi auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc moi, j'aimerais bien que vous continuiez à travailler, peut-être en lien avec des experts qui sont là, qui peuvent avancer d'autres idées. Je pense que sur ces sujets, il faut ne pas hésiter à dire ce qui ne va pas et à essayer d'imaginer des nouvelles solutions. Voilà, pour conclure, je voulais remercier les Francas qui ont accompagné la construction de cette parole, parce que ça ne s'improvise pas. Remercier les équipes de la direction de l'éducation qui a accompagné, voilà, qui encadre le conseil métropolitain des jeunes et qui a permis la mise en place de cette table ronde. Féliciter les agents de la métropole qui organisent le Printemps de la Solidarité. Et c'est un temps vraiment très important d'échange avec les acteurs locaux et les institutions. Et ça me paraît vraiment précieux de combiner les paroles. Et jeunes gens, jeunes filles, je voulais particulièrement vous féliciter parce que la parole que vous avez produite, on voit bien qu'elle a été travaillée, que vous ne partez pas de rien, mais vous racontez vraiment vos expériences. Je disais tout à l'heure, c'est authentique, c'est sincère et c'est vraiment essentiel. Donc bravo. Merci aux experts qui étaient là et qui ont apporté leur contribution. Et puis, je souhaite que ça ne soit qu'un au revoir et pas une conclusion définitive. Merci beaucoup. Peut-être juste dire aux jeunes élus qu'il y a un vernissage à 16 h d'une exposition qui est à Salon Louis Pradel, c'est ça? À 16 h 30. Alors d'ici là, vous avez le temps, si vous le souhaitez, de vous rafraîchir et de boire un jus de fruits. Et puis tous d'aller voir le mur des paroles, c'est ça? Nous avons construit un porteur de parole aussi dans le déambulatoire qui reprend tous les éléments des questionnaires avec vraiment la parole de concernés. Donc on vous invite à aller voir aussi.